Voilà. Donc là, on a vu plusieurs méthodes de trouver des coins. Il en existe d'autres. Mais on va se limiter quand même à un nombre raisonnable ici pour le cours. Donc là, j'ai trouvé mes coins. Là, ça me dit, là, j'ai un endroit intéressant qui va être facile à recaler si je fais la comparaison d'une image à l'autre. Donc maintenant, mais je veux être capable de distinguer un coin d'un autre. Parce que si on dit juste que j'ai des coins, tous les coins se ressemblent à moins que je leur donne un nom. Fait que là, on va redonner ce qu'on appelle un descripteur, qui va être une signature visuelle, une espèce de résumé de l'apparence d'une patch autour du coin. Est-ce qu'il y a le concept de shader pour implémenter ces algos? Là, j'imagine qu'on fait référence à des GPU. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont fait des shaders pour trouver fast. C'est trop évident. Certainement à risque parce que c'est d'opération linéaire. Le problème, par contre, avec fast, c'est vrai, il ne faut pas oublier, c'est que les shaders, ça fonctionne bien lorsque tu n'as pas d'opération de branchement. Dès que tu as des if, tout ce qui est GPU, ça ne marche pas bien. Mais il y a sûrement une façon d'encoder sans faire les tests, là, mais je suis à peu près certain qu'il y a des gens qui ont dû coder ça comme des shaders. C'est tellement utilisé maintenant, puis l'omniprésence des GPU, on ne se cachera pas là, en vision numérique, là, ça domine. Donc, j'ai fait parcourir mon image au complet. Je suis parti à la chasse au key point, à mes coins. Donc, par exemple, j'ai mon image ici. Disons que j'ai trouvé le key point ici. Là, clairement, il y en a d'autres. Mais pour les besoins de la cause, on va dire que j'ai trouvé justement ce key point-là. OK, j'ai mon ici. Là, on va vouloir lui donner, comme je vous disais, un descripteur qui va être une espèce de sommaire qui va représenter, dans le fond, qui va essayer de capturer l'information qui va me permettre de retrouver, de réidentifier ce key point-là d'une image à l'autre, sachant que mon système se déplace. Donc, l'apparence change légèrement. Donc, je vais extraire une rognure d'image, une crop en bon anglais. Par exemple, 64 pixels par 64 pixels. Vous voyez comment le key point est centré dans cette fenêtre-là. Et après ça, je vais passer cette rognure-là dans une fonction f quelconque. Là, dans le fond, c'est la tâche des gens qui font les descripteurs, c'est de faire une fonction qui va me sortir un descripteur ici qui n'est plus ni moins qu'un vecteur de valeur numérique qui ne veut pas toujours dire grand-chose, mais ce n'est pas grave. Donc, ce que j'ai ici, j'ai 64 pixels par 64 pixels par 3 canaux de couleurs. Donc, j'ai 12 288 valeurs numériques ici, ce qui est beaucoup. Puis donc, ma fonction f, non seulement doit faire un sommaire, mais elle doit faire quand même un sommaire qui va être compact du contenu de l'image. Donc, il va y avoir une réduction de dimensionnalité qui va se faire pour avoir un descripteur de taille fixe ici, par exemple, 128, m égale 128. Donc, vous voyez qu'il y a un gros travail qui va se faire au niveau de faire ressortir l'information qui est importante de cette patch-là. Donc, au final, mon feature visuel, ça va être la position UV dans l'image qui va correspondre à mon coin, plus un descripteur calculé autour de ce point-là. Pour se bâtir un peu une intuition, donc, je vais vous donner un exemple d'un descripteur extrêmement simple. Il n'est pas bon, là, mais il est simple. Okay? Je prends mon image, je vais la diviser en 4 régions, donc 2 par 2. Je vais faire la moyenne des intensités lumineuses dans chacune des 4 coins, des 4 cadrans. Et ça va me donner maintenant mon descripteur. Vous voyez 205, 83, 191, 58. C'est pas très bon comme descripteur, mais vous voyez le genre de truc qu'on peut faire, de dire je fais des moyennes pour des zones. Donc, ça veut dire que mon descripteur correspond à une patch d'image où c'est clair dans le coin supérieur gauche et que c'est foncé dans le coin supérieur, dans le coin inférieur droit. Puis c'est un peu plus clair en haut ici, puis ici, c'est nettement plus clair. Donc, c'est ce que ça va vouloir conserver comme information. Okay. C'est pas très distinctif comme descripteur, mais vous comprenez que c'est juste d'un point de vue d'apprentissage. Et là, vous voyez, j'ai réussi à compacter ça à un vecteur de 4. Un autre descripteur un peu plus complexe qui a quand même été utilisé un peu plus dans les années encore là 2000, 2010, c'est ce qu'on appelle des histogrammes de couleurs. Donc, imaginez ici que j'ai une fenêtre de 3 par 3 pour faire ça simple. Donc, j'ai des pixels de différentes couleurs ici. Vous voyez ici, par exemple, le pixel ici, c'est rouge 230, vert 89, bleu 21, et ainsi de suite. Okay?
Donc, je peux calculer des histogrammes de distribution pour chacune des couleurs à l'intérieur de cette patch-là. Donc, par exemple, ici, si j'ai 4, en anglais, là, des bins, là, avec des tailles de bins où il y a entre 0 et 63 d'intensité, 64 à 127 d'intensité, 128 à 191, et ainsi de suite. Donc, j'ai 3 pixels là-dedans qui ont une intensité entre 0 et 63 de rouge. J'en ai 4 qui ont une intensité 64 à 127 de rouge dans cette patch-là, et ainsi de suite. Et je le répète pour les 3 canaux de couleurs. Et ça va devenir, dans le fond, ces distributions-là vont devenir ma signature visuelle. Donc, dans le fond, c'est la distribution des couleurs, statistiquement parlant, dans dans les patchs. Donc, j'aurai mon descripteur maintenant de 12. Ce serait le nombre de pixels pour chacune des. Vous voyez ici, j'en ai 3, 4, 4, 1, 1. Vous voyez, ainsi de suite. Ce serait mon vecteur. Notez ici que j'ai détruit l'information spatiale, dans le sens que si je prenais ces pixels-là et que je les mélangeais au hasard, les histogrammes seraient identiques. Donc, quand vous pouvez commencer à faire des méthodes hybrides pour des descripteurs, disons, qui sont faits à la main, ce serait de dire, je reprends mon exemple de la valeur moyenne ici. Et là, ce que je pourrais faire, au lieu de calculer la valeur moyenne, je pourrais calculer un histogramme de couleur pour la patch ici, la patch là, la patch là et la patch là. Donc là, j'aurais de l'information spatiale et de l'information de couleur. C'est sûr que je pourrais aller plus finement, c'est-à-dire de faire une grille de 4 par 4. Puis pour chacune des cases de 4 par 4, calculer l'histogramme de couleur, où là, j'aurai encore une finesse spatiale plus grande. Donc, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on peut faire lorsqu'on vient coder des signatures visuelles manuellement. Donc, un descripteur, c'est quoi ses propriétés qui sont désirables? Premièrement, on veut qu'il soit relativement compact. Vous avez vu que pour une image de 64 pixels par 64 pixels par 3 couleurs, ça faisait quand même quelque chose comme 12 000 valeurs numériques. Donc, on va vouloir avoir des dimensions relativement faibles. M, là, ça va 128, 256, 64. Okay. On veut aussi qu'il soit relativement rapide à calculer. Là, on ne va pas calculer nos descripteurs sur toute l'image au complet. On va seulement les calculer sur les key points qui ont été trouvés dans l'image. Mais notez bien que pour une image qui est relativement riche, peut-être que je peux avoir 1000 key points dans mon image. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'applique mon calcul de descripteur 1000 fois pour une image. Si j'ai un débit de 30 images par seconde, bien, ça veut dire qu'il faut que je puisse calculer, par exemple, 30 000 descripteurs par seconde. Aujourd'hui, ça se fait relativement bien avec les ordinateurs qu'on a, mais n'oubliez pas, il y a une espèce de course dans le sens que, oui, c'est vrai que nos ordinateurs vont plus vite, mais la résolution des caméras aussi augmente. Ce qui fait que même si j'ai accès à plus de CPU, ben là, j'ai accès à des caméras qui ont une plus grande résolution. Donc, en théorie, je dois calculer encore plus de pixels. Donc, ce qui fait que le débit en termes d'images par seconde, sans dire qu'il est flat, là, mais l'idée, c'est que oui, j'ai plus de calculs, mais j'ai des meilleures caméras. Donc, au final, le nombre de frames par seconde n'augmente pas terriblement. Par contre, c'est sûr que la précision de localisation va augmenter vu que j'ai accès à des images d'une plus grande résolution. Mais gardez ça quand même en tête. Aussi, je veux que mes descripteurs soient relativement distinctifs. Ça veut dire que quand je prends 2 patchs d'images qui visuellement ont l'air différents, ben, je voudrais que les descripteurs aussi, les vecteurs, je voudrais qu'ils soient aussi très différents les uns des autres. Répétable, donc, je prends ma photo, puis disons que j'ai un descripteur pour le sommet de l'arbre numéro 75 dans la Seine. J'avance mon véhicule, ben, je voudrais que pour la même région physique, que mon véhicule se déplace, je voudrais que la signature visuelle, donc le descripteur, ne change pas trop parce que je voudrais utiliser cette signature visuelle-là pour être capable d'apparier les features d'une image à l'autre. Donc, je veux qu'il soit répétable. Donc, maintenant que j'ai trouvé mes key points, que j'ai calculé mes signatures, là, j'ai tout en place pour commencer à être capable d'apparier des patchs d'une image vers les patchs d'une autre image. Okay? Des features d'une image puis d'une autre. Alors ici, j'aurai les features, par exemple, FI qui appartiendra à l'image 1 et FJ qui appartiendra à l'image 2. Puis là, je vais être capable de faire des correspondances. Hein? Vous vous rappelez le data association entre mes features. Je vais utiliser la signature visuelle pour le faire. Donc, ça va me prendre une fonction de distance, S, qui va me prendre en entrée deux
deux descripteurs, là, F1 et F2, et qui va me retourner, dans le fond, une valeur numérique qui va me dire c'est quoi la distance entre les deux features. Ça peut être tout bêtement une distance euclidienne. Hein? Par la différence entre les deux, on va mettre ça au carré, là, c'est plus simple que ça. Par exemple, les librairies comme FLAN, Fast Library for Approximate Nearest Neighbor, qui vont être capables de retrouver rapidement des plus proches voisins. Donc, si je te donne un descripteur ici, F1, trouve-moi le descripteur qui, dans l'espace de descripteur, est le plus similaire dans l'image 2. Bien, FLAN va utiliser, par exemple, la distance euclidienne. C'est basé sur des Collie trees, mais j'en parle pas pour l'instant. On peut aussi utiliser la distance de cosine, on l'avait parlé brièvement. Donc, par exemple, j'ai deux vecteurs, je fais simplement le dot product entre les deux vecteurs, ça me donne une valeur numérique. Donc, c'est l'angle sous-tendu entre deux vecteurs. Là. Donc, la distance cosine aussi est une distance qui est utilisée pour calculer la différence entre deux descripteurs. Donc, maintenant, je dois faire un appariement donc entre, j'ai un feature, disons le feature 25 dans l'image 1. Je dois trouver c'est quoi le feature qui est le plus proche au niveau de l'apparence dans l'image 2. Donc, on peut le faire par force brute. C'est très long, mais c'est simple à expliquer. Donc, ça veut dire que j'ai un feature FI, l'image 1, et là, pour tous les features FJ dans l'image de 2, je vais calculer cette distance-là. Donc, si j'ai 1000 features FJ dans l'image de 2, ça veut dire que je dois appliquer cette fonction-là 1000 fois. Là, je vais avoir 1000 distances. Oui, c'est ça l'appariement, c'est-à-dire je trouve c'est quoi les deux features qui sont les plus similaires d'une image à l'autre. Data association, l'appariement, ça va être ça. Et à la fin, donc, je vais conserver dans l'appariement, je vais dire le feature FJ. Disons que J, c'est égal à l'index 75. On va dire que donc, le feature 75 est le plus proche du feature FI. Je veux dire, je vais faire l'appariement. Je vais dire, pouf, ça devrait être le même objet physique parce qu'ils ont la même signature. Et quand je dis le plus proche, là, c'est toujours un peu ambigu dans la discussion qu'on a parce que on peut toujours dire plus proche dans l'espace des pixels ou plus proche dans l'espace des descripteurs. Puis ici, dans le fond, c'est dans l'espace des descripteurs qui est dans l'espace à dimension m. Okay. Pour voir vraiment comme j'ai ma patch, je passe dans une fonction, dans ma fonction de feature, ça me donne un point dans un espace à dimension m, puis là, j'ai un paquet de points. Chacun des points correspond à un features. Puis là, dans le fond, je fais des recherches de plus proches voisins dans cet espace-là. Sauf que ça se peut qu'on fasse des erreurs. On va nettement faire des erreurs. Ça se peut que les features visuels ne soient pas bons. Ça se peut que l'environnement ne soit pas bon. Hein? Une branche de sapin qui ressemble à une autre branche de sapin, par exemple. Donc, on va faire des tests, OK? Pour être capable d'élaguer. Moi, j'aime beaucoup, là, la vision est peut-être un peu crue là, de ça, là, mais il faut vraiment avoir, là, quand on fait de la vision numérique, là, il y a de la cochonnerie. De la cochonnerie en masse. C'est comme des égouts là, ce qui passe là-dedans, là, c'est n'importe quoi. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre plusieurs filtres. Moi, j'ai passé des grillages là, pour ramasser la cochonnerie. Donc, des grillages grossiers qui vont ramasser les grosses cochonneries, après ça, des grillages plus fins pour ramasser les cochonneries plus faibles, et ainsi de suite, pour arriver à la fin. C'est comme une usine de traitement de l'eau. Vous prenez les égouts de la ville en amont, dans le fond, c'est ce qu'on fait une rivière. Hein? Les gens jettent leur eau usée, après ça, la ville en aval ramasse les eaux usées, les traite, les envoie dans l'aqueduc. Après ça, ils les envoient dans la rivière, et ainsi de suite. Bref, l'idée, c'est qu'on veut de l'eau potable à la fin, donc on va avoir une série de filtres. Hein, des grillages pour ramasser les roches, du sable pour ramasser les déchets plus fins, et ainsi de suite. Donc, on va passer une série de filtres pour enlever les cochonneries dans nos appareillements parce qu'il y a probablement des appareillements qui ne sont pas bons. Et il faut faire attention parce que un mauvais appariement peut avoir une conséquence catastrophique. Si j'échappe des bons appariements, ben c'est pas si pire parce que rappelez-vous, c'est dans le fond, on veut beaucoup d'appariements parce que rappelez-vous, il y a le facteur 1 sur racine carrée de n. OK? Donc, n va être le nombre d'appariements que je vais utiliser, par exemple, pour faire du recalage entre les images. Donc, si je perds des bons appariements, ma valeur de n diminue, c'est pas catastrophique. Hein? Si je passe de 200 à 100, c'est pas catastrophique. Si j'ai un mauvais appariement, là, ça se peut que ça explose complètement mon algorithme de recalage de points.
Donc, l'idée, c'est on va être très, très conservateur. On va vraiment éliminer le plus possible. Si on a un doute, on va éliminer un appariement. Donc, on peut mettre dans les vérifications pour enlever le gros grillage grossier, là, pour enlever les grosses cochonneries. Là. Donc, on peut dire qu'on va mettre un seuil maximal sur la distance. Si la distance entre deux features dans l'espace des features là, et dépasse un seuil, même si j'ai un appariement plus proche voisin, rappelez-vous, hein, j'ai toujours un plus proche voisin. OK? C'est quoi l'objet le plus proche de moi? Ben là, c'est un objet en styrofoam. C'est quoi l'étoile? C'est quoi la deuxième étoile la plus proche de moi? Ben, c'est quoi? Je ne sais plus c'est quoi le nom, Polaris, mais j'ai oublié le nom de l'étoile la plus proche. Bref, l'idée, c'est que même si c'est situé à 10 années-lumière, j'ai tout le temps le plus proche. OK? Donc, on va mettre un seuil sur le plus proche pour éliminer dans le fond, les matchs qui sont Alpha Centauri. Merci Julien, Alpha Centauri. Donc, c'est quoi, où est la deuxième étoile la plus proche de moi? C'est Alpha Centauri, c'est très, très loin de moi. Donc, on va éliminer les plus proches voisins qui dépassent un seuil. On va éliminer peut-être 25% des appariements. Après ça, on peut faire ce qu'on appelle du mutually best match. Donc, ce qu'on veut, c'est que le feature A soit le plus proche de FJ et on veut aussi que FJ soit le plus proche de FA. OK? Donc, rappelez-vous ici, j'ai mes features maintenant, c'est rendu des points dans l'espace des descripteurs, espace en M dimensions. Donc, vous voyez, le plus proche voisin de lui, c'est lui. OK? Donc, vous voyez. Mais lui, son plus proche voisin, c'est pas lui. C'est lui. Donc, vous voyez ici, ces deux-là sont mutuellement plus proches voisins. Lui et lui ne sont pas mutuellement plus proches voisins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire l'appariement qui aurait pu être induit par la relation de plus proche voisin ici, on va l'éliminer. On va juste conserver ceux qui sont mutuellement plus proches. Donc, on va éliminer. On peut faire ce qu'on appelle aussi le test de l'eau, qui est un peu plus subtil. Ça va être basé sur les ratios des distances du plus proche voisin et du deuxième plus proche voisin. Donc, j'ai ma distance S1 qui est le plus proche, dans le fond, la distance entre mon plus proche voisin. La distance S2 qui est la distance de mon deuxième plus proche voisin. Et dans le fond, si le ratio S1 sur S2, je vais le regarder. Si, dans le fond, S1 et S2 sont similaires, ça, c'est une situation où, dans le fond, le choix du plus proche voisin était très serré. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très distinctif. Donc, si le ratio est proche de 1, c'est probablement pas un bon appariement. Alors que si le ratio ici, dans le fond, si S1 et S2 varient beaucoup, là, donc si le ratio est inférieur à 0.6 ou 0.8, dans le fond, ça va indiquer qu'il y a une grande différence de distance entre la distance du plus proche voisin et du deuxième plus proche voisin. Donc, ce serait une situation comme ici. Vous voyez, le vert ici, le cercle est très proche du bleu, mais est très loin de celui-ci. Donc, ça, on dirait c'est probablement un bon appariement. Alors que si j'avais eu un plus ici qui était juste marginalement un peu plus loin que celui-ci, dans le fond, c'est un peu un coup de luck qui est associé avec celui-ci par rapport à celui-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ce test-là. Donc, encore là, je vais flusher un paquet d'appariements. Je le répète, les mauvais appariements vont être catastrophiques. Donc, c'est vraiment, on pêche par excès de prudence, si vous voulez. Pourquoi ça marche? Parce qu'on va partir essentiellement avec genre 5000 appariements, puis on va réduire, on a tellement d'appariements au début, on a tellement de features visuelles qu'on va être capable de se permettre de vraiment délaguer ça là, de façon très, très conservatrice. Ou plutôt libérale, on en enlève beaucoup. Là. Au type de vérification, on peut faire des vérifications de type géométrique. Là, on va dire, bon, j'ai une image ici, j'ai mon image là. Donc, vous voyez, c'est la même image, mais décalée parce que ma voiture, elle a avancé. Voiture autonome. J'ai extrait mes key points et mes descripteurs. J'ai fait la même opération dans l'image 2. Donc, vous voyez, je fais des opérations sont faites indépendamment l'un de l'autre. Et là, après ça, je viens faire l'appariement. Donc, par exemple, j'ai un feature F1 ici. Je dois parcourir dans l'espace des descripteurs. C'est quoi le descripteur de l'image 2 qui est le plus similaire à ce descripteur-là? Donc, je tombe sur celui-ci. Donc, ça serait mon appariement qui serait tentatif. En anglais, il appelle ça putative assignment.
Puis là, je vais faire des tests supplémentaires. Je vais dire, c'est correct. Vous deux, vous êtes proches dans l'espace des descripteurs. Maintenant, je vais retourner dans l'espace des pixels. Je vais regarder c'est quoi les plus proches voisins dans l'espace des pixels, donc les features ici dans l'espace des pixels. Okay? Donc, par exemple, les plus proches voisins dans l'espace des pixels, c'est ceux-ci. Là, je vais dire, OK, maintenant, par exemple, quel est le plus proche voisin dans l'espace des features pour ce feature-là, par exemple? OK? Ça me dit que ce serait plutôt celui-ci. Ça me dit que c'est celui-ci. Et dans le fond, je répète l'opération pour chacun des plus proches voisins ici au niveau des pixels pour trouver le plus proche voisin dans les features. Ça me donne ceux-ci. Donc, ça veut dire que mon feature ici, qui est entouré des features ici, semble avoir à peu près le même voisinage de features dans l'image ici. Donc, ça peut être, je vais mettre un autre seuil, je vais dire c'est quoi le pourcentage de matchs que je voudrais qu'il reste dans une. Disons que j'ai mis un seuil de 100, disons de 25 pixels. Ben, je dis quel est le pourcentage de features qui ont matché, qui étaient les plus proches voisins dans l'image de 1, qui sont aussi, dans le fond, à l'intérieur d'un cercle de 25 pixels dans l'image de droite. Donc, c'est comme de matcher des régions, donc plusieurs features ensemble. Et là, si ça passe le test, vous voyez comment je commence à avoir une certaine confiance que F1 et FJ, ce soient des features qui correspondent exactement à la même surface physique. Parce qu'en bowling, ce qu'on veut, c'est ça, c'est retrouver dans l'image exactement les mêmes régions physiques d'un endroit à l'autre. Parce qu'après ça, quand on va vouloir se localiser, c'est ça, on se localise par rapport à des points 3D dans l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nos key points puis nos descripteurs s'ancrent physiquement sur des endroits réels, des objets physiques. C'est bon? Ensuite, donc, question ici ou commentaire. Je pensais qu'on aurait recalculé si les points adjacents ont les bonnes signatures correspondantes. Je pense que c'est pas mal la même chose. J'essaie de. Les points adjacents de l'image ici ou de l'image ici? Image 1 ou image 2? Je pense que ça reviendrait à peu près à la même chose, si je comprends bien. Dans le fond, tu regardes voir si Dans le fond, on prend le point qui est en rouge, on regarde la signature qui fit le plus dans l'image de droite. Oui. Puis là, on regarde le point le plus proche dans l'image de gauche de ce point rouge-là. Puis on regarde le correspondant dans l'image de droite. Puis si sa signature correspond en plus, ben là, on est comme sûr qu'on est vraiment en train de mapper la même chose. Oui, mais tu vas prendre plus, tu vas prendre plus qu'une paire. Tu veux vraiment y aller 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vas vraiment calculer plusieurs, mais je pense qu'on dit à peu près la même chose. C'est vraiment de dire, dans le fond, on veut que les plus proches voisins au niveau des pixels soient aussi les plus proches voisins au niveau dans l'espace des features. C'est essentiellement ce qu'on veut faire. C'est peut-être le mot recalculé qui m'a un peu mélangé. Dans le fond, on les calcule juste une fois, les features. De toute façon, les distances sont déjà toutes calculées une fois. De toute façon, on fait juste regarder et voir. Est-ce que ça répond à la question? Il y a encore un peu... C'est bon, parfait, excellent. Donc, vérification. Dans mon cas là, ça peut se faire rapidement. Là, ce qui était long, c'est de faire le traitement d'image. Je crois que le calcul des plus proches voisins, c'est quand même quelque chose qui est très, très long en algorithmement parlant. C'est toujours très, très long de calculer ça. Mais il existe des techniques là, qui ne sont pas brute force, qui vont plus vite, mais pour des questions d'être succinct dans le cours, je dois quand même les passer outre. Autre chose importante, c'est que la position des features dans une image va avoir un impact sur la qualité de la localisation. Si vous vous rappelez, j'avais montré le Geometric Dilution of Precision, ce qu'on voit les cercles qui faisaient des intersections, puis dépendant de la position des points de repère, j'avais des contraintes en cercle qui induisaient certains croisements de cercles, puis il y avait des croisements qui étaient meilleurs que d'autres. On peut tracer ça, dans le fond, ou retracer ça sur la position dans l'image de ces features-là. Dans le sens que si tous mes features sont situés dans le coin supérieur gauche ici, ce ne sera pas très bon d'un point de vue de faciliter la localisation. Puis pourquoi ils seraient tous localisés ici?
Ben, parce que j'ai un arbre qui a des fortes textures visuelles. Donc, clairement, là-dedans, là, ça, c'est le party des coins. Là. Les coins là-dedans, il y en a en masse, alors que dans l'asphalte, il y en a peut-être moins. Ils vont être moins forts. Donc, c'est la région ici qui va dominer en termes de détection de coins. Mais ce qu'on veut, ultimement, c'est avoir des features visuelles partout dans l'image. OK? Donc, ce qu'on va faire, pour être, dans le fond, c'est comme des élections, on va diviser en comtés. Donc, on va diviser notre carte électorale ici. Là. On va avoir des comtés ici. Donc, pour chacune des zones, on va appliquer notre algorithme d'extraction de coins. Puis on va dire, par exemple, je veux conserver les 15 coins les plus forts dans chacun des carrés ici. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi n égale à 3. Donc, vous voyez ce que ça fait? Ça fait que maintenant, j'ai des coins de façon relativement uniforme dans mon image, bien que certaines régions de l'image dominent en termes de quantité de coins. Pour essayer d'illustrer l'importance d'avoir des points de repère partout dans l'image, je fais souvent référence à des systèmes physiques. Comme je vous dis, les problèmes sont très proches de la physique. Donc, si vous faites de l'escalade, hein, vous voyez ici, c'est une prise qui est relativement stable. La personne a les bras écartés et on voit que les bras et les pieds vont toucher des régions très éloignées les unes des autres. Ce qui fait que ça donne des effets de levier qui sont intéressants pour la stabilité de la personne. C'est ce qu'on obtient ici dans l'image. Si j'avais toutes mes features, par exemple, dans le coin ici supérieur droit, ça voudrait dire que ce serait l'équivalent d'un point de vue de stabilité d'avoir notre personne qui fait l'escalade, mais avec sa main gauche qui serait attachée ici, puis son pied droit aussi là et son pied gauche là. Donc, ça serait il serait comme pogné, tous les 4 membres proches un de l'autre. Et là, imaginez que vous donnez un coup sur la personne va se mettre à balloter parce qu'elle n'est pas capable avec ses poignets et ses pieds d'avoir suffisamment de force pour maintenir sa position. Alors qu'ici, si vous donnez un coup de pied à la personne va être capable de maintenir parce qu'elle a une bonne prise, une bonne emprise qui est très large. Donc, c'est le même phénomène qu'on va voir qui va se produire si mes features sont trop concentrées. Maintenant, dans les descripteurs, qu'est-ce qui existe? Il y en a plusieurs. Sift, Surf, Brief, Orb. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Donc, par exemple, Sift, Scale Invariant Feature Transform. Donc, c'est l'idée d'avoir justement l'analyse multi-échelle. On parlait de faire des flous puis d'avoir des différentes résolutions. Donc, Sift vient faire ça. Donc, vous voyez ici, ils vont faire un flou gaussien qui va être de plus en plus large pour venir récupérer des features qui correspondent à des parties de plus en plus grossières d'un objet. Puis après ça, on va faire la différence entre deux images comme ça, gaussiennes. Puis dans le fond, ça va faire ressortir justement des features qui appartiennent à certaines tailles physiques pour un objet. Donc, ils font ça. Après ça, ils vont trouver des key points de façon automatique en regardant les différences du centre par rapport à leurs voisins. Je passe un petit peu sous silence, là. Après ça, ils vont calculer des gradients pour chacun des pixels. Donc, vous voyez ici, c'est un pixel. Je peux calculer son gradient en X et en Y. Donc, je calcule des gradients partout dans ma patch d'image qui serait ici. Donc, j'ai 4 pixels, 8, 16, donc 16 par 16. J'ai un paquet de gradients ici que j'ai calculé. Et histogramme revient. Je vais calculer des histogrammes de ces gradients-là. Donc, à la fin, j'ai 8 orientations pour mes histogrammes. J'ai donc 4 par 4, ça me donne 16. Donc, 16 carrés avec 8 valeurs d'orientation par histogramme. Ça me donne donc un vecteur de 128 valeurs numériques. C'est ce que Sift utilise pour calculer un descripteur. Vous voyez ici, c'est pour des images essentiellement noir et blanc. Vu qu'on parle en théorie, on pourrait faire des Sift en couleur, mais la version originale de Sift, elle se faisait en noir et blanc. Donc, on voit le concept de point intéressant qui est déjà imbriqué dans l'algorithme Sift. Et on voit ici dans le concept de feature qui est calculé autour de mon key point. On voit ici justement l'appariement en action. J'ai une boîte ici je ne sais pas trop c'est quoi, des croustilles italiennes. Donc, vous voyez ici, on a trouvé des key points, donc des beaux coins. On a calculé une signature visuelle. Et après ça, dans la deuxième image, on fait la même opération, puis là, on fait l'appariement. Et vous voyez la nette dominance de ces lignes-là qui ont l'air quasiment parallèles, dans le fond. Quand on voit des lignes parallèles de même dans l'appariement, c'est un bon signe. Donc, j'ai réussi à apparier des features des deux images là, de bonne façon.
Notez ici, vous voyez, il y a une erreur au niveau d'appariement qui pourrait être catastrophique. On va voir des algorithmes supplémentaires pour être capable d'éliminer ces appariements-là qui sont parfois, disons, douteux. Mais dans l'ensemble, vous voyez un petit peu le genre d'image qu'on doit voir apparaître lorsqu'on fait l'appariement de features. Surf est apparu un peu plus tard. Speed Up Robust Feature, dans le fond, ils ont pris SIFT, puis ils ont dit on va s'en inspirer et on va faire un algorithme qui est beaucoup plus rapide parce que Surf et SIFT était quand même relativement lent à calculer. Et aussi, SIFT, il y a des brevets attribués à ça, donc c'est toujours un peu compliqué à utiliser SIFT. On peut les utiliser gratuitement en académique, mais dans l'industrie, il faut payer des redevances pour utiliser SIFT. Alors que Surf, si je me souviens bien, lui, il est open source. J'en parle pas plus. Le descripteur brief, très intéressant. Donc, lui, ça va être un descripteur binaire de 1 et de 0, donc plus de flottant. Donc, ça s'appelle le Binary Robust Independent Elementary Features. Brief, petit jeu de mots ici. Donc, je vais avoir ici ma patch d'image qui est centrée autour de mon key point. Et là, on va choisir une fois pour toutes, OK, un patron fixe de paire de points. Qui, par exemple, on peut dire là, en 2017, j'ai choisi tel patron, j'ai pigé au hasard des paires de points. Puis ce patron-là, depuis 2017, par exemple, sur mon robot à moi, il est fixe. Donc, c'est un patron qui est fixe. Je le prends une fois. Et là, on va faire des tests de plus grands que, qui sont très rapides à faire sur un processeur. Donc, on va dire, si le pixel A est plus grand que le pixel a une intensité lumineuse plus grande que B, je vais attribuer 1, sinon 0, valeur binaire. Dans le fond, c'est le résultat du test qui se fait très vite. J'en ai pris un paquet de ces paires-là. Je vous dis, souvent, c'est aléatoire. Donc, on choisit, quand on va créer son descripteur brief, on dit, moi, je veux avoir 512 paires ou 256 paires ou 128. Puis là, dans le fond, c'est fait une fois cette pige-là. Et après ça, à chaque fois que je veux calculer un descripteur, je vais réutiliser ces coordonnées-là des paires. Et après ça, donc, je vais avoir un vecteur binaire de 1 et de 0 qui va correspondre à mon descripteur. Et après ça, on veut calculer des mesures de distance. Quand on avait des descripteurs qui étaient basés sur des réels, ben, je pouvais faire la distance de cosine ou la distance euclidienne. Ici, j'ai des vecteurs de binaire. On va être capable de faire ce qu'on appelle la distance de Hamming. Dans le fond, c'est de voir combien j'ai de différences entre deux vecteurs. Par exemple, ici, j'aurais une distance de Hamming, j'aurais une différence, deux différences, trois différences, quatre différences. Donc, ma distance de Hamming, ce serait 4. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise ça? On réalise ça avec un opérateur de XOR. Hein? Donc, ça va être D1 XOR D2. Donc, ça me donne, dans le fond, avec l'opération de XOR, ça me dit quels sont les bits qui sont différents d'un à l'autre. Donc, après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est compter le nombre de 1 dans le vecteur ici. Si vous codez ça à mitaine, ça peut être quand même long. Ça veut dire qu'il faut parcourir disons que c'est 128. Ça voudrait dire que vous prenez votre registre de 128 bits. Puis là, vous dites, est-ce qu'il y a un là, vous faites un shift, est-ce qu'il y a un là, est-ce que vous faites un shift, ainsi de suite. Ça serait quand même relativement long. Heureusement pour nous, les fabricants de processeurs ont bien senti que c'est une opération qui serait très utile à réaliser de façon rapide. Donc, il existe une instruction en langage machine qui s'appelle Population Count, PopCount, qui, dans le fond, vous donnez le registre, vous callez PopCount, ça vous dit le nombre de 1 présent dans le registre. Et ça fait ça là, en très, 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 très rapidement. Facilement en temps constant. Peu importe la taille du registre que vous passez, là, on va faire ça très, très vite. Donc, ce qui est intéressant avec la distance de Hamming, c'est que ça vous prend 2 instructions de machine. Là, j'ai marqué ici le type d'extension, c'est SSI, les extensions les plus récentes pour les processeurs Intel. Là. Vous avez l'équivalent de AMD, ne vous en faites pas. Et aussi, SSE supporte des registres de taille jusqu'à 512 bits. Donc, vous voyez comment l'opération d'une distance euclidienne pour un vecteur de 128 flottants, c'est beaucoup d'opérations de flottants. Il faut que je fasse 128 fois des différences de flottants. Après ça, il faut que je fasse une somme.
Puis après ça, il y a une opération de carré, etc., etc. Ici, c'est 2 instructions machine. Toc, toc. Puis j'ai calculé ma distance de la ligne. Donc, quand on parle d'opération temps réel sur des processeurs quand même basse consommation de puissance, un descripteur de même, bien qu'il semble relativement pauvre, on y gagne beaucoup en termes de vitesse de calcul.